Merci Madame Sage. La parole est à Monsieur Paul Giacobi pour le groupe RDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, devant cette foule attentive, je vais essayer d'aller relativement vite. Quelques notions de base quand même sur un débat essentiel. D'abord un rappel, l'économie politique n'a jamais eu pour objectif la croissance du PIB. Le PIB, qui est très grossièrement la somme des valeurs ajoutées, est un agrégat de comptabilité nationale qui ne mesure que la production brute, avec toute une série d'approximations d'ailleurs, une grandeur qui n'est absolument pas représentative, ni qualitativement ni quantitativement, de l'efficacité d'une économie, encore moins de sa santé. L'économie politique n'a jamais considéré que c'était quelque chose d'important, c'est quelque chose qui compte, mais c'est un élément parmi d'autres. Alors l'économie politique, elle a pour finalité, et c'est une définition extrêmement ancienne, plus que centenaire en tout cas, une allocation optimale des ressources qui permet une maximisation des satisfactions. Rien à voir avec la croissance de la production. La satisfaction la plus élevée n'est nullement garantie par la maximisation de la production. Ça n'a jamais été le cas. Et ça, ce sont des notions non pas récentes, contemporaines, mais très anciennes, reconnues depuis très longtemps sur le plan académique, mais ignorées par la plupart des commentateurs, souvent c'est plus grave des statisticiens, et même, il faut le dire, parfois de beaucoup d'économistes qui réduisent, à tort, malgré leur formation, l'économie contemporaine à une réflexion sur la croissance de la production, voire une réflexion sur les signes monétaires. Alors, je vais citer un économiste qui est très controversé, c'était Pareto. Enfin, il est controversé aujourd'hui, c'est un auteur considérable, qui a même défini son optimum par la maximisation du bien-être. Il parle même dans un raisonnement célèbre, qu'il exprime d'ailleurs au passage par une représentation géométrique de la satisfaction procurée pour un individu par le pain et le vin, et il parle de collines, de sentiers, de routes ou de chemins, des indices du plaisir. Bon, et bien sûr, Pareto, c'est quand même le fondement de l'économie néoclassique et par conséquent des raisonnements que nous avons en économie aujourd'hui. Il a proposé le concept d'offre illimitée pour désigner l'utilité subjective que l'on retire de l'utilisation d'un bien. Donc je vous fais grâce du lien qu'il y a entre tout ça, qui paraît plutôt jouissif, si j'ose me permettre, et le raisonnement de la concurrence pure et parfaite, qui a été complété par Pareto à la suite de l'enseignement de Léon Walras. Nous sommes assez loin du plaisir quand on regarde la théorie de la concurrence pure et parfaite. Néanmoins, si on peut retenir que depuis plus d'un siècle, c'est la satisfaction, le plaisir ou l'utilité, comme on voudra, pour les individus, qui est l'objectif de l'approche économique, de l'allocation des ressources, et certainement pas la maximisation de la production. Si on redescend un instant de la colline du plaisir ou du sentier du plaisir pour redescendre à des réalités plus pragmatiques et moins théoriques, au fond, qu'est-ce qui manque au PIB pour être représentatif de l'état et de l'évolution d'un système macroéconomique donné? Bon, on peut le résumer de manière relativement simple. À partir du moment où on écarte l'idée que le PIB exprime la santé de l'économie, etc., ce qui, encore une fois, n'a aucun fondement théorique sérieux. Eh bien, il manque au moins 3-4 choses au PIB pour exprimer, être complété, etc. D'abord, la répartition de la satisfaction. Ensuite, la soutenabilité du système tel qu'il est, la prise en compte des effets négatifs de la croissance, d'ailleurs deux notions liées, et puis le sort qui doit être réservé aux services non marchands. Alors, la répartition, chacun sait que c'est essentiel. Naturellement, on peut toujours avoir des raisons morales ou idéologiques, mais pour un économiste, la répartition du revenu, elle est essentielle à l'efficacité du système économique. Et je vous rappelle que c'est une notion importante, très ancienne. Ce n'est pas M. Piketty qui a découvert ça à travers des courbes contestables de la répartition du revenu à travers les âges. Je signale que Wilfried Pareto, pour prendre le même exemple, indiquait, il est mort en 1923, indiquait avant cette date, donc avant sa mort, que 80% du revenu de l'Italie était concentré entre les mains de 20% de personnes.
C'est lui qui a inventé la règle du 80-20, et ce n'est pas une création contemporaine. Et on sait tous que Keynes a démontré depuis très longtemps qu'une économie va d'autant plus vite au déséquilibre et à l'inefficacité et à la récession, d'autant plus vite qu'elle organise une inégalité de la répartition du revenu. Donc, pour des raisons non pas morales ou idéologiques, la répartition du revenu est une condition fondamentale sur le plan économique de l'efficacité de la croissance. Deuxièmement, les effets négatifs de la croissance doivent être pris en compte dans une analyse économique complète. Il y a des exemples très simples. La croissance économique en Chine, elle est aujourd'hui de l'ordre de 7%. Elle est d'ailleurs à peu près du même niveau en Inde. C'est une croissance économique considérable, mais qui a, dans un cas comme dans l'autre, d'ailleurs de manière à peu près semblable, puisque l'indice de pollution en Inde est aujourd'hui dans les grandes villes comparable à l'indice de pollution en Chine, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle a un impact écologique négatif considérable qui altère, en termes de satisfaction et d'utilité, la croissance elle-même de deux manières. D'abord parce que la pollution, à l'immédiat, procure une considérable insatisfaction, une difficulté d'être et de vivre. Ce n'est pas un vain mot dans les villes surpeuplées du subcontinent, par exemple. Mais également, ça entraîne des pathologies considérables qui ont un coût immense pour ces sociétés qui sont des éléments négatifs. Et par ailleurs, naturellement, cette manière de croître de manière écologiquement désagréable, négative, entraîne tout simplement un épuisement des ressources d'un côté de manière à un gaspillage, mais parallèlement à ça, un empoisonnement de l'environnement qui est à long terme une catastrophe économique. Et naturellement, si on veut avoir une vision sérieuse de l'économie, j'allais dire une vision néoclassique, celle qu'avaient Léon Waslaas ou Wilfried Pareto il y a plus de 100 ans, encore une fois, on revient à l'ancien pour trouver le nouveau, eh bien, on devrait en tenir compte. Alors, le troisième terme, mais c'est lié, je l'ai dit, c'est la soutenabilité. Et évidemment, l'optimisation, elle ne peut s'exprimer, l'optimisation de l'allocation des ressources, elle ne peut s'exprimer seulement dans l'instant, elle doit évidemment tenir compte également de cet aspect-là des choses. Quant aux services non marchands, chassons de notre tête l'idée que parce qu'un service est non marchand, qu'il n'entre pas dans le domaine de l'analyse économique. Écoutez, il y a eu un prix Nobel d'économie qui s'appelait Maurice Allais, qui a écrit des choses admirables là-dessus, il était français. Ces services non marchands, ils ont un coût, ils ont une utilité. Ça suffit pour leur... Ils ont une rareté d'une certaine manière, et par conséquent, ils entrent dans le domaine de l'analyse économique, même s'ils ne s'expriment pas toujours de manière marchande. L'économie n'a jamais reposé sur la marchandisation nécessaire. C'est un aspect qui consiste à donner un signe monétaire aux échanges. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire ni suffisant pour donner aux choses une valeur économique. Dernier point. C'est en 2008 que le président de la République de l'époque a réuni une commission de 3 excellents économiques. M. Joseph Stiglitz, que nous avons d'ailleurs rencontré l'autre jour, et qui, bien qu'il ait un côté un peu amusant et, pour ne pas dire farceur, depuis qu'il a eu le prix Nobel, il se consacre surtout au journalisme, mais ça reste quand même un économiste académique de qualité. Le professeur Amartya Sen, qui joint le fait d'être professeur à Harvard, le fait d'être d'origine bengali, ce qui me réjouit, et M. Fitoussi, qui est mieux connu en France. Ils ont fait un rapport qui est sans surprise. Pour quelqu'un qui a une notion d'économie, ils ont fait un rapport sans surprise, mais qui est quand même très juste. Alors moi, je peux regretter que ce rapport reste un rapport grand public, qui ne soit pas allé au fond des choses, le moins qu'on puisse dire, sur l'analyse académique ou théorique, qui est toujours intellectuellement satisfaisante, mais il dit des tas de choses intelligentes. Et aujourd'hui, ils auraient pu, c'est vrai, revisiter la colline des plaisirs de Pareto, l'exprimer de manière plus scientifique, mais enfin, ils sont arrivés à des conclusions compréhensibles, etc. Alors finalement, le projet de loi qui est proposé ici, la proposition de loi, elle est plutôt à minima, c'est une auberge espagnole. Bon, c'est un rapport, comme l'a dit notre collègue, un rapport parmi d'autres. Peut-être est-ce qu'il faudrait quand même aller un peu plus loin dans la présentation de ce rapport, Monsieur le Ministre, exiger des statisticiens qu'ils introduisent un certain nombre de ces notions dans la matrice de la comptabilité nationale, matrice d'ailleurs qui vient d'un monsieur qui s'appelait Léontieff, et qui est un système qui nous permet de comprendre ce qui rentre, ce qui sort et comment ça fonctionne de manière matricielle. Vous savez, dans les années 70, il y avait un roi du Bhoutan
qui avait dû faire ses études aussi à Harvard, peut-être avec Amartya Sen, qui a proposé le bonheur national brut. Bon, c'était un peu une vaste farce, parce que le bonheur au bout de temps, il y aurait beaucoup à dire, surtout à cette époque-là et même aujourd'hui. Il n'empêche qu'il avait fait et mis en place des systèmes d'analyse qui n'étaient pas mauvais. Alors peut-être qu'on peut essayer en France d'aller un peu plus loin dans l'analyse et d'enrichir année après année ce concept de, non pas de bonheur national brut, mais d'utilité collective et de maximisation des satisfactions. Je vous remercie. Merci.